le mieux se faire. Super, merci beaucoup. Bon, bah, j'y vais du coup. Merci à tous d'être ici. Merci pour ceux qui prennent le temps aussi de regarder l'enregistrement. Donc, on avait émis l'idée sur notre première rencontre de non seulement parler du FCL ensemble, mais aussi de rentrer dans quelque chose de plus concret. On sait que le Future Classroom Lab, c'est une grande méthodologie qui permet d'arriver à la création de scénarios pédagogiques, mais c'est aussi l'idée de partager des expériences de manière peut-être un peu plus concrète et informelle à partir de scénarios donnés. Donc là, le premier scénario qu'on a choisi pour ce partage d'expérience, c'est un scénario qui a été créé par un groupe, donc selon la méthodologie Future Classroom Lab, par un groupe d'enseignants, d'élèves, un groupe également d'inspecteurs, de chercheurs. Voilà, c'est l'idée aussi du projet. Au cours du dernier semestre, disons premier semestre 2015, autour de Genekland, du LP2I. Et donc, les proposer, si vous voulez, au test à tout le monde pour pouvoir surtout partager les mises en œuvre que chacun peut faire. C'est un scénario qui est très transversal. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir une mise en œuvre du scénario, une transposition à l'école primaire, comme en terminale, en physique-chimie, par exemple, sur un sujet précis. Voilà. Donc, du coup, les partenaires qui sont avec nous sur ce projet-là, évidemment, Future Classroom Lab, c'est un projet European SchoolNet. Et en France, la participation à ce projet-là a été décidée par le ministère de l'Éducation. Et c'est, comme très souvent pour European SchoolNet, c'est Canopé qui coordonne du coup ce projet-là sur le territoire. Donc voilà un petit peu le panorama des acteurs autour de ce scénario. Et je vous propose donc à peu près sous trois formes, d'abord commencer par très vite reprendre un peu le scénario qui a été présenté en fait dans la vidéo. Alors la vidéo, je l'ai marquée dans le chat. Donc pour les personnes qui regardent l'enregistrement, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir accès au lien de la vidéo, mais certainement vous avez dû recevoir le mail d'Elisabeth dans lequel il y avait le lien. Je pense qu'on pourra l'ajouter à l'enregistrement aussi pour rappel. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette présentation rapide, l'idée c'est de parler ensemble de comment on fait si on a envie de tester chez soi, comment on fait pour partager des expériences et échanger autour de ça. Peut-être ça peut donner des idées à d'autres, etc. Donc parler un petit peu aussi du groupe e-twinning qu'on a construit pour l'occasion. Et puis, pour finir, je voulais placer également un des projets principaux autour du Future Classroom Lab, c'est celui de création d'un réseau de FCL ambassadeurs sur le territoire. Donc, c'est des personnes qui seraient amenées à localement trouver des contacts, des personnes intéressées pour créer des scénarios, tester des scénarios. Et puis aussi, vous savez qu'il y a une dimension autour de des espaces d'apprentissage dans le FCL, avec les zones d'apprentissage, les learning zones. Et donc, pourquoi pas, localement, décider qu'une future classroom puisse être construite ou aménagée, et donc pouvoir le partager nationalement, se partager cette initiative. Voilà, donc ça c'est un petit peu vite fait. Le troisième point, je vous montrerai déjà les ambassadeurs, entre guillemets, qui sont pressentis pour devenir FCL ambassadeurs, et puis c'est en même temps une invitation pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement en savoir plus, se lancer dans ce projet-là. Donc, sur le scénario maintenant, très rapidement, peut-être pour rappel ou pour explicitation, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions, parce que évidemment c'est l'avantage par rapport à une vidéo, difficile d'interrompre la personne qui parle sur la vidéo. Donc à partir du moment où c'est moi qui ai parlé sur la vidéo, j'espère que je ne vais pas juste me redire et que vous puissiez, ceux qui ont des zones d'ombre, trouver
un petit peu des éclaircissements. Voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler la collaboration, de travailler aussi la construction du savoir ensemble par du partage, et aussi évidemment communiquer les uns avec les autres et s'auto-réguler. Tout ça, c'est des compétences du XXIe siècle dont on parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez plus simplement, il y a la dimension de donner confiance à l'élève, valoriser l'élève dans une partie de l'activité donnée, en lui donnant une responsabilité, un rôle qu'on a appelé le rôle d'expert. Donc à l'étape 0, l'idée c'est de présenter à la classe un thème. Donc on peut très bien le faire travailler à l'avance, faire un petit peu de classe inversée, en demandant aux élèves de rechercher chez eux un petit peu autour d'un thème donné. Je pensais dans la vidéo, je parlais de paradoxe. Par exemple, on peut demander aux élèves de rechercher un petit peu ce que c'est qu'un paradoxe en mathématiques. Voilà. Et puis partir un peu sur une réflexion globale comme ça, et de voir selon quel axe on pourrait étudier le thème. Donc le but du jeu, c'est de partager l'étude d'un thème en 4 axes, en 3 axes, autant qu'on veut. En fait, ça dépend du nombre d'élèves par groupe. Voilà. Donc, si on a 3 domaines qu'on souhaite étudier, on fait des groupes de 3. Si on doit en étudier 4, comme dans l'exemple de la vidéo, les paradoxes en logique, les paradoxes en probabilité, les paradoxes en calcul, et puis les paradoxes en géométrie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un scénario que j'ai testé dans le cadre de la classe européenne. Voilà, donc c'était en anglais tout ça. Vite fait, Xavier, je vais juste noter, pour les gens qui regardent du coup de chez eux, on mettra le lien pour visionner la présentation de ce scénario en vidéo pour que vous puissiez un peu avoir les deux informations en même temps. Ok, super. Merci. C'est parfait. Voilà, du coup, c'est le nombre selon le nombre de thèmes que vous souhaitez étudier, plutôt le nombre d'aspects, vous allez faire des groupes d'autant d'élèves. Dans l'exemple, 4 axes d'études, 4 élèves par groupe. Ensuite, l'idée, ça va être, une fois qu'on a questionné un petit peu des élèves, qu'on a formé les groupes de 4 dans ce cas présent, là c'est ce que j'appelle l'étape 1, l'idée, ça va être à l'étape 2, dans chaque groupe, de désigner un expert d'un domaine. Alors, il y a des stratégies intéressantes pour l'avoir testé, par exemple, dans un autre cadre sur le calcul littéral. Bon, c'est vrai que je suis prof de maths, je suis désolé, je donne des exemples un peu comme ça, mais c'est intéressant parce que on va avoir l'élève qui va choisir de se dire, bah voilà, moi je voudrais être expert de ça parce que en fait, je connais rien, ça m'a toujours posé problème, donc je voudrais décider d'être expert parce que je sais que à la fin je vais l'être, donc ça va me faire progresser. Et puis d'autres qui peuvent se sentir en confiance sur un thème en disant non, mais ça c'est de mon ressort, je vais être expert de ce thème-là. Donc après le prof peut aussi éventuellement décider à la place en disant si vous êtes faible quelque part, choisissez d'être expert, ou au contraire, prenez là où vous êtes le meilleur, ça dépend des objectifs de chacun. Donc à l'étape 2, on désigne dans les groupes un expert pour chacun des domaines. Alors je regardais une petite remarque de Mélanie, je crois que c'est ça Mélanie. En ce moment, il y a un autre webinaire depuis Canopée Lille, les bâtisseurs du possible, une réelle complémentarité. Alors ce serait intéressant d'avoir un lien comme ça, j'irai jeter un œil après. De toute façon, normalement, le FCL est inclus un petit peu dans les projets de Canopée, donc si c'est qu'une question de communication, ça devrait se régler, et s'il y a des choses qui peuvent s'apporter au projet mutuel, alors on va trouver certainement un moyen. Alors, étape 3 et 4, je les ai mis ensemble, puisque l'idée c'est qu'à l'étape 3, les élèves se déplacent. Alors ça, c'est un effet qui est toujours assez intéressant quand on le fait en vrai, parce que vous allez avoir évidemment un espace classe qui va être chamboulé. Alors, pour l'instant, on n'a pas des classes du futur avec des sièges qui roulent, etc. Je ne sais même pas si ce serait bien que les élèves soient dans leurs sièges roulants comme ça, comme des fauteuils roulants, pour passer d'une configuration à une autre quand c'est comme ça à l'autre bout de la salle.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une activité qui se passe physique aussi dans la classe, puisque les élèves vont se déplacer et reformer des groupes à partir des domaines. Donc, pour mon exemple, c'était le domaine par exemple, des paradoxes. Donc, le thème des paradoxes, le domaine des probabilités. Dans tous les groupes, l'expert qui a choisi les probabilités va aller dans le groupe, par exemple, le domaine des petits personnages en vert. Mais évidemment, une fois qu'ils ont fait des groupes, ils sont chacun sur un domaine donné. Ils ne sont pas pour autant experts de ce domaine-là. Donc là, le vrai travail commence maintenant, si vous voulez, où on va pouvoir donner une activité aux élèves pour qu'ils puissent monter en expertise. Alors l'activité qu'on peut leur donner, ça peut être des exercices qu'on a prévus au départ. Le professeur a prévu un exercice de chaque thème, chaque domaine. Ça peut être des questionnements qu'on va leur donner. Ça peut être aussi fait de manière collaborative, un mini brainstorming dans l'équipe en disant, voilà, dans ce domaine-là, de quoi on pourrait parler quand on reviendra dans nos groupes, etc. J'ai un exemple, toujours sur l'exemple du calcul littéral, où en fait les élèves, je leur avais demandé de donner des exemples pour chacune des règles de leur domaine, et puis ensuite préparer des exercices pour quand ils rentrent ensuite dans leur groupe de départ, ils puissent les donner à faire aux autres élèves. Voilà. C'était leur mission, si vous voulez. Après, selon les projets, ça peut être une activité tout à fait différente. Le but étant de monter en expertise sur le domaine en question, dans le thème étudié. Voilà. Je finis par l'étape 5, évidemment, avec une certaine mission qu'on pourra leur donner, comme les exercices à faire ou des choses comme ça. Les experts vont revenir dans les groupes d'origine, apporter et partager leur savoir tout frais qu'ils viennent d'acquérir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi une idée d'apprentissage par les pairs, de collaboration, de co-construction du savoir. On a toutes ces choses-là qui semblent assez importantes sur les compétences du XXIe siècle. Pour donner un dernier exemple, peut-être, d'utilisation, reprendre l'exemple des paradoxes, mais le voir à l'étape 5, ce qu'ils avaient à créer en classe européenne, c'était une vidéo présentant ces paradoxes, avec un paradoxe dans chacun des domaines. Donc là, les experts, quand ils rentrent dans leur groupe, ils disent, voilà le paradoxe que j'ai étudié en géométrie, c'est deux triangles, il y en a un qui a un trou, et alors qu'ils ont les mêmes formes, c'est paradoxal, etc. Et la mission du coup des groupes à ce moment-là, ça va être de créer une vidéo présentant donc ce paradoxe, et puis chaque expert va présenter son paradoxe en espérant qu'à la fin, on ait une vidéo présentant tout. Le fait d'avoir une action à réaliser à l'étape 5, il y a quelque chose à produire, c'est quelque chose d'assez intéressant pour l'effectivité du scénario, puisque ça va être une production qui va être faite en collaboration, et donc ça va permettre de s'assurer que l'expertise de l'élève va aussi toucher les autres. Voilà, parce qu'il y a toujours un peu le danger quand on saucissonne les apprentissages, que celui qui a travaillé sur un thème a appris là-dessus et pas sur le reste, et que les choses soient un petit peu comme ça disjointes ou déconnectées. Mais avoir une production commune à l'étape 5, ça va demander évidemment une mutualisation. Si l'élève qui est sur la vidéo présentant le paradoxe, il va falloir qu'il ait compris comment on l'explique, et donc il va y avoir vraiment nécessité d'un partage des connaissances et des compétences à cette étape 5. Est-ce que jusque-là, ça va à peu près pour les personnes qui sont présentes? Vous avez... Ok. Ok. Du coup, j'avais énoncé un petit peu en introduction les compétences que je ciblais pour ce scénario-là. Vous voyez, ce sont des compétences transversales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très lié au Future Classroom Lab, parce que évidemment, dans le projet, il y a deux pieds, deux colonnes pour le projet. Il y a le fait de créer des scénarios innovants,
il y a le fait de repenser l'espace d'apprentissage, savoir ce scénario-là, est-ce que je vais aller sortir de l'école pour le faire? Est-ce que je vais enlever toutes les chaises ou toutes les tables de ma classe parce que je veux un espace vierge? Est-ce que je veux certaines chaises précises qui me permettent de bouger ou de reconfigurer la salle, etc. Voilà, ce sont ces deux piliers. Mais au final, on peut se poser la question, nouveau scénario, nouvelle configuration, mais pour faire quoi? Et ce qui fait que les piliers sont des piliers de quelque chose, c'est bien les compétences du XXIe siècle, parce que ce sont justement les piliers du développement de compétences du XXIe siècle chez les élèves et chez les enseignants. Évidemment, l'idée, c'est de progresser avec les élèves sur ces compétences-là. En tant qu'enseignant, c'est pas d'être des professionnels de chacune de ces compétences, mais en développant ensemble, en se mettant dans des situations qui nous permettent de progresser, on devrait arriver à les transmettre et à les développer aussi chez les élèves. Donc, ces compétences, évidemment, vous savez, il y a des centaines de listes de compétences, il y en a partout dans le monde, des gens qui ont fait des classifications, on a notre cadre européen de compétences. Dans le projet Future Classroom Lab, on a recherché à avoir quelque chose d'effectif, c'est-à-dire une compétence qui pourrait vraiment se décliner, s'évaluer, voir comment on la travaille, où est-ce qu'on en est, et si on fait un cours classique, alors à quel point je développe telle ou telle compétence, et comment je pourrais faire pour aller un stade au-dessus. Et avec cette envie-là, comme réponse la meilleure qu'on ait trouvée, c'est ce petit dessin que vous voyez ici, qui vient d'un partenariat ou d'un mécénat, si vous voulez, de Microsoft, Partners in Learning, c'est la branche éducation de Microsoft, et qui excusez-moi si je regarde la question, mais je ne sais pas faire en fait, regarder une question et finir ma phrase, mais je vais répondre à la question ensuite de Catherine. Excuse-moi. On a aussi quelques autres questions qui ont été posées dans le formulaire d'inscription, donc à la limite on peut attendre la fin pour poser des questions. Ouais. Et après on peut faire. Ouais. Ouais. Ok. Donc juste pour finir sur les compétences du XXIe siècle, donc c'est un laboratoire de recherche américain qui s'appelle ITL Research, qui a développé un peu une classification de compétences avec ce schéma que vous voyez sur la droite. Je vous ai donné l'exemple de la collaboration. Sur les 4 compétences que j'estime développer dans ce scénario, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Mais en tout cas, ce sont les 4 de la classification qui me paraissent les plus importantes pour ce scénario-là. Vous avez un petit schéma comme ça, qui est assez intéressant, parce que collaborer, c'est pas, en fait, on s'aperçoit que c'est pas seulement mettre des élèves en groupe et puis leur donner un travail, puisque on a différents stades. Alors par exemple, le stade 1, on peut se dire, voilà, les élèves, déjà, est-ce qu'ils ont besoin de travailler en groupe? Si c'est non, bon, c'est réglé. Si c'est oui, on peut passer au stade 2. Est-ce qu'ils ont des responsabilités partagées? Est-ce qu'ils partagent des responsabilités quant à la production finale? Alors, le fait d'être expert de quelque chose et de devoir venir présenter son travail aux autres, évidemment, ça donne une responsabilité. Le fait que chacun est expert de quelque chose fait que chacun a une responsabilité, et si on fait une production finale, certainement que les responsabilités seront partagées. Donc on peut dire qu'on est au moins au scénario 2. Est-ce que les élèves prennent des décisions substantielles ensemble? Alors c'est là où, en fonction de la mise en œuvre de notre scénario, on va se placer au niveau seulement 2 ou au niveau 3 éventuellement. Prendre des décisions substantielles dans le cadre de résolution d'exercices en calcul littéral, là je ne vais pas m'avancer pour dire qu'on sera en niveau 3 de collaboration. Mais dans l'autre exemple de paradoxe où les élèves sont amenés à créer une vidéo ensemble, donc là évidemment il va y avoir des décisions importantes sur le choix de ce qu'on présente en vidéo, sur la forme dont on le présente, et évidemment les gens vont être impliqués dans la réalisation de la vidéo, etc. C'est pas que des choix techniques, hein. Je parle aussi de choix de fond quant aux connaissances qu'on veut faire passer. Est-ce qu'on valide la manière dont on présente telle ou telle connaissance? Voilà. Donc on peut, sur notre scénario par exemple, on peut se placer autour
autour du niveau 3, voire éventuellement niveau 4. Excusez-moi, 3, oui, c'est 3 ou 4. Voilà, bon. Bref, c'était pour donner une idée de la manière dont on peut évaluer un scénario sous l'angle des compétences du XXIe siècle. Ça peut être fait une fois qu'il est réalisé, et ça peut être aussi fait pour en créer un, en se disant on va essayer d'atteindre ce niveau-là. Et ça, c'est, si vous voulez, une autre histoire que de créer un scénario. Ça fera partie éventuellement des travaux sur eTwinning, mais pour l'instant, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est simplement le fait d'en tester un et de discuter autour de ça. Voilà. C'est la fin de la première partie. Je ne sais pas si, Elisabeth, tu penses qu'on peut répondre aux questions sur la première partie maintenant? Bah ouais, déjà la question de Catherine, comment évaluer la réussite à part par la production du scénario? Ouais. Alors, en termes d'évaluation, je me place par rapport au projet FCL, je me place sur les compétences du XXIe siècle. Sur un scénario qui est fondamentalement transversal, on va pouvoir discuter ensemble de l'évaluation de compétences transversales. Ça peut être un chantier à mener sur le forum, pourquoi pas. Sur ce qui va être des compétences disciplinaires, évidemment, ça va dépendre énormément de la transposition du scénario dans la discipline. Si je prends l'exemple du calcul algébrique, c'est très facile d'évaluer la réussite des élèves suite à une session comme ça. Il suffit de faire un petit quiz, par exemple, sur Socrative, pour ceux qui aiment bien utiliser les TIS, ou alors simplement aussi parce que ça permet une évaluation diagnostique assez rapide, mais on peut le faire à la main aussi, voilà, et puis corriger les copies. Mais on peut très bien avoir un petit test qui porte évidemment sur l'ensemble des 4 domaines pour tous les élèves, et de voir, voilà, est-ce que l'élève réussit mieux là où il est expert, peut-être, mais est-ce qu'il réussit quand même là où il ne l'est pas, là où il ne l'était pas au départ. Voilà, on peut certainement avoir une évaluation disciplinaire, ou en tout cas une évaluation construite à partir du niveau, si vous voulez, le niveau transposé du scénario, pas au niveau dans lequel je le présente, très général. Alors, s'il y a 5 domaines d'expertise, oui, je voyais une question. Ouais. Oui, pardon. Non, je vais mettre les questions dans le chat, mais là, vas-y. Ouais. Oui, je te laisse donner les autres questions après, Elisabeth, si tu veux, parce que je ne les ai pas vues. Donc oui, s'il y a 5 domaines d'expertise, alors c'est un peu la contrainte du scénario. Hein. C'est quand même il y a un côté ludique à ce jeu-là et à ce scénario-là. Et comme tous les jeux, vous savez, il y a des règles du jeu. Et quelque part, c'est un peu sous la contrainte que l'intérêt arrive généralement dans des jeux comme les jeux de société, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a une certaine contrainte du fait que si vous avez envie d'étudier un thème sous 5 domaines différents, alors il va falloir construire des groupes de 5 élèves. Donc ça fait pas, c'est pas les mêmes travaux qu'on va demander à un groupe de 5 qu'à un groupe de 3. On sait que pour travailler en groupe, il faut quand même avoir des choses à faire, des choses à fournir, et travailler en groupe selon l'âge. C'est pas un groupe de 5 au collège, je ne sais pas si c'est nécessairement une bonne idée a priori, mais bon, c'est à voir. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez des groupes plus importants, comme des groupes de 5 au départ, il y a quand même un petit avantage, c'est que quand vous allez former des groupes d'experts, eh bien, ça va faire moins d'élèves par groupe. Voilà. J'ai fait ce qu'on appelle des BAS, besoins approfondissement suivi dans mon lycée. Ça correspond à l'accompagnement personnalisé en seconde. Et donc, j'ai fait ça sur le calcul littéral avec les élèves qui ne connaissaient pas du tout le scénario. Et ils étaient nombreux. Je crois qu'ils étaient 28. Donc 28 élèves. Quand j'ai fait des groupes de 4, évidemment, ça a fait 7 groupes. Et puis quand on a fait des groupes d'experts, évidemment, au lieu d'avoir 7 groupes de 4, on a eu 4 groupes de 7. Alors, c'est là où c'est pas très grave, parce que, en fait, le travail de monter en expertise, on peut encore
on peut encore le redécomposer, c'est-à-dire que s'ils sont 7 experts du même domaine, vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait, vous faites un groupe de 4 qui va travailler en expert et va essayer de monter en expertise ensemble, puis après vous faites un groupe de 3 où ils font la même chose. Voilà. C'est un moyen de gérer les problèmes de nombre. Elisabeth, tu veux me relancer sur une question ou... Alors, ouais, je vais lire les questions et après tu peux répondre peut-être. Donc, en fait, une autre question qui vient du formulaire d'inscription. Dans la première phase, le travail des groupes se fait sur la base de recherches effectuées par le groupe ou par les supports donnés par le professeur. Ouais. Alors, je vais remettre la phase 1. Ouais, c'est ça. Donc, là, ça reste encore libre. Selon la dimension qu'on donne au scénario, c'est-à-dire une dimension très courte ou une dimension plus longue, on peut avoir un temps important à cette étape 1 parce que les élèves ont peut-être besoin de rentrer dans le thème donné. Voilà, si on étudie, là, je vais réutiliser le scénario dans le cadre d'un projet interdisciplinaire avec l'anglais aussi, sur les mondes imaginaires, où on va programmer un jeu vidéo. En fait, donc moi je vais travailler l'algorithmique et puis en anglais ils vont travailler sur le ideal city, votre ville idéale, etc. Et puis aussi sur l'aspect imaginaire. Qu'est-ce qui fait qu'un monde est imaginaire en fait? Et parfois c'est pas grand-chose. Donc on va travailler sur ça. Et évidemment, à l'étape 1, il va falloir peut-être se décider ensemble de rentrer dans le thème avec un brainstorming, par exemple, quels sont les mondes imaginaires que vous connaissez. Donc là, on peut faire, vous savez, un Padlet, donc un mur collaboratif comme ça, où on demande aux élèves par groupe de réfléchir ensemble, discuter ensemble sur ce que pourrait être un monde imaginaire ou donner un exemple de monde imaginaire. Et puis ensuite, on fait une synthèse grâce aux postes qui ont été mis sur le mur collaboratif. Donc, ce travail de la phase 1, il peut être fait vraiment à partir des élèves. Donc, comme j'ai dit, si je prends vraiment la question, à partir de recherches effectuées par le groupe, donc ça peut être des recherches sur le moment. Je crois que j'ai parlé dans la présentation, j'ai évoqué l'idée de classe inversée en proposant aux élèves de faire des recherches à la maison et de partir de ce travail à la maison, fait à la maison, pour lancer la tâche, vous voyez, pour lancer le scénario. Mais on peut imaginer un travail donné par le professeur qui permette aux élèves de rentrer dans le thème, une sorte de, si vous voulez, l'étape 1, c'est une sorte d'étape introductive pour que tout le monde se mette dans le thème, peut-être avoir une idée des domaines, c'est-à-dire, voilà, ce thème, par exemple, les domaines, on les a prévus un petit peu au départ. Moi, dans les mondes imaginaires, j'aimerais bien me dire que je vais faire des groupes de 4, par exemple. Donc, il me faudrait 4 domaines, mais je vais pas les prévoir à l'avance. Je vais attendre de les faire, que ça émerge des élèves. Par contre, j'aimerais bien qu'il y en ait 4. Voilà. Bon, après, on peut toujours se débrouiller pour qu'il y en ait 4. Et donc, il y aura une phase de brainstorming avec la question, mais comment on peut étudier un monde imaginaire? Voilà. Peut-être il faut étudier la société du monde, la relation au temps, la relation à l'espace. Enfin voilà, on va essayer de découper ça en 4, mais ça sera l'étape 1 pour moi. Donc ça va venir des élèves et ça va définir les 4 domaines dans lesquels après on va faire le scénario. Voilà. Ça va à peu près? Super. Alors, je te lis une autre question. Que fait-on des élèves qui ne sont pas experts pendant que nous rendons les experts experts? Alors,
En fait, c'est là où on a une situation de pédagogie différenciée, n'est-ce pas? Puisque au moment où on est avec un groupe en train d'essayer de les rendre experts, évidemment, il y a les autres groupes qui travaillent, mais l'idée, c'est qu'ils essayent de se rendre experts également. Donc, le rôle de l'enseignant, il n'est pas enfin, l'idée qu'on a dans la plupart des activités FCL, c'est que aujourd'hui, l'enseignant, c'est plus le seul vecteur du savoir, et il y en a partout. Alors évidemment, c'est là où vous voyez que FCL, c'est lié au futur, au numérique, et on peut penser outils numériques, etc. Et là, on ne les voit pas dans le scénario. J'en parle pas presque exprès, parce que c'est pas le but, c'est un scénario pédagogique. Mais on voit que l'avantage du numérique ici, il est évident dans le fait que les élèves vont avoir accès à des ressources qui vont leur permettre peut-être de devenir experts. En tout cas, ça va être la base de ressources pour qu'ils puissent le devenir. Alors, à l'enseignant d'organiser la tâche de sorte que les élèves puissent avoir accès à ces ressources, se débrouiller un petit peu avec le temps qu'on est avec un autre groupe, et puis ensuite, il y a évidemment un déplacement de l'enseignant de groupe en groupe pour se dire, bah alors voilà, vous en êtes où? Alors comment vous avez compris cette page web ou cette ressource-là que je vous ai donnée? Est-ce que vous avez trouvé mieux? Etc. Et puis d'accompagner les groupes comme ça. Mais il y a une certaine forme d'autonomie à mettre en œuvre aussi. Voilà. Donc il faut organiser un peu comme comme quand on a déjà pour ceux qui ont déjà fait un peu de pédagogie différenciée, c'est un peu l'idée. Il faut que la tâche et les documents des élèves leur permettent de progresser avec l'aide de l'enseignant, mais une aide ponctuelle, une aide d'organisation, une aide parfois d'expert, c'est-à-dire sur le contenu lui-même, c'est sûr. Mais l'enseignant ne va pas dire, bah, attendez, je vais vous faire un cours au tableau. Bref, ça pourrait arriver sur un point très précis, hein, bien sûr, mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus, parce qu'il y a les autres groupes qui sont là. Mais disons que l'enseignant va plutôt être là pour valider une ressource ou pour réorienter le groupe sur une autre direction. Voilà, là vous avez pris par exemple le cours là vous l'avez pris sur un forum, mais le forum vous savez pas d'où ça vient. La réponse elle est niveau bac plus 3. Non, allez plutôt sur ce site là ou prenez plutôt cette ressource là ou je vous donne une ressource que j'ai créée moi et puis vous travaillez dessus. Voilà. Donc normalement tout le monde est en train de devenir expert en même temps, seulement tout le monde n'a pas la chance inouïe d'avoir le professeur avec lui, mais tout le monde l'aura à tour de rôle. Super. Alors, dernière question. Donc j'ai bien compris les modalités du scénario, mais quelle production est attendue de la part des élèves? D'accord. Alors, là encore, ça aurait été difficile de préciser vraiment la production en fonction du temps qu'on donne, moi, je peux donner des exemples, du coup, des exemples de production que j'ai fait avec eux ou que je m'apprête à faire avec eux. Mais je réfléchis en même temps sur la possibilité de déterminer une production. Je pense que c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui va inspirer, qui va adapter le scénario en fonction de ce qu'on veut produire avec les élèves. On pourrait presque décider ensemble, décider, je veux dire, avant le scénario, qu'est-ce qu'on veut produire vraiment, et le scénario, c'est une manière d'y arriver, en fait, si vous voulez. Mais très concrètement, je pense qu'il y a un scénario cadre, type, le scénario court, que l'on pourrait utiliser je sais pas en primaire, j'ai pas la bonne vision de l'école primaire pour ça. C'est pour ça que je suis content d'avoir pas mal d'ambassadeurs, futurs ambassadeurs FCL qui sont dans le primaire. Comme ça, on aura une richesse de points de vue, approche. Mais en tout cas, collège-lycée, je pense que le scénario de base de type court, c'est-à-dire un temps pas très long, ça serait une production d'exercice. C'est-à-dire,
les experts, donc c'est ce que j'ai fait dans le calcul littéral, les experts vont travailler sur le domaine et vont créer des exercices pour leur groupe de départ, qui sera leur groupe d'arrivée aussi, évidemment. Et du coup, dans les groupes, les élèves vont pouvoir s'essayer aux exercices des experts avec évidemment le support de l'expert dans le groupe. Voilà. Donc la production, ça sera une résolution d'exercices qui ont été créés par la classe, chaque exercice ayant été créé par l'expert d'un domaine. Et ensuite, donc ça je parle pour un scénario de base en temps court, plutôt pour peut-être pour aider sur une notion ou pour voilà, là j'attends aussi la richesse des propositions que vous ferez. J'ai déjà eu des belles propositions sur Twitter pour savoir tous les possibles. Hein, peut-être il y a encore plein de choses que je n'ai pas du tout envisagées. Mais sur des scénarios plus longs, une forme plus longue, là il y a une production évidente à demander. Donc là, par exemple, en classe européenne, j'ai demandé de créer une vidéo présentant chacun des domaines, en fait. Et puis, dans mon projet interdisciplinaire en seconde, là, ce qui pourrait être de l'ordre des épis au collège, nous, on a fait ça en mixant les enseignements d'exploration et les classes européennes en seconde. Là, la production, ça sera une présentation, une pré-AO, la présentation assistée par ordinateur. On aurait pu faire aussi une vidéo sur ça. Et puis évidemment, oui, la production ça c'est les médias, mais la production pour les mondes imaginaires, ce sera le jeu vidéo qu'ils vont créer. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, pardon, il y a une question de Mélanie Cornet dans le chat. Donc, Mélanie, peut-être que tu veux prendre la parole. Il suffit de cliquer sur ton micro. Hop. Mélanie, tu nous entends? Oui. Ouais, vas-y. Oui, non, la question c'était est-ce que la production des élèves serait à déposer sur un Twin Space? Oui. Alors, bon, les productions, on pourrait les partager à travers le groupe. Sur le forum, dans le groupe, on peut poser des ressources. Alors, je ne sais pas les droits de chacun. Alors, moi je peux répondre là-dessus. Donc en fait, dans le cadre du groupe et des tests de scénario pédagogique ici, le groupe, je pense que ce sera l'endroit le plus pratique pour partager les ressources. Vous avez normalement tous le droit au moins de déposer des documents et de les décrire dans les forums. Et peut-être d'en créer, je ne sais pas si vous êtes administrateur encore, il faut que je regarde. Mais dans tous les cas, je pense que dans ce cadre-là, le groupe ce serait le plus adapté. Après, si tu parlais peut-être plutôt de travail collaboratif dans le cadre d'un projet au-delà d'une expérimentation, ça dépendrait si tu avais ouvert un projet pour ça. Mm-hmm. En tout cas, là tout de suite, c'était pas ce qu'on avait prévu, mais après, si tu travailles avec un autre établissement, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. L'échange peut se faire sur le forum et puis ensuite dans le post on peut relier la ressource à l'espace ressources. Donc du coup je pense que ce sera assez facile quand même de pouvoir communiquer et puis d'associer à son commentaire ou à son partage d'associer une ressource. Je pense que c'est très bien. Sinon, il y avait une question sur travailler avec l'enseignant d'anglais. Oui, bien sûr, c'est en classe européenne, donc le but du jeu, c'est quand même de travailler en collaboration avec l'enseignant d'anglais. Donc, les élèves travaillent au storyboard de leur scénario, le scénario de leur vidéo avec l'enseignant d'anglais. Et puis, moi, je suis là pour les aider sur le contenu essentiellement. Mais là, après, c'est la dimension classe européenne, quoi, les enjeux de la classe européenne. Je crois que c'est bon ou pas? Bah, je pense. Peut-être qu'on peut passer à l'échange sur comment adapter ça à leurs différentes situations.
Voilà, super. Donc là, en fait, il y a j'ai essayé de donner pas mal d'exemples, et puis du coup, dans les questions, c'est normal, on en a aussi parlé. Mais du coup, j'ai trouvé que le plus simple, évidemment, nous, on a notre groupe e-twinning. L'idée pour moi, c'est de ramener le plus de gens possible dans ce groupe-là, qui sont intéressés pour partager, pour échanger sur le forum, etc. Je suis aussi intéressé pour ramener les gens de l'extérieur, à communiquer le scénario autour du groupe aussi. Et donc pour tout le monde, groupe ou pas groupe, j'ai créé un petit document sur Google, pour un petit tableur partagé, pour que on puisse en fait, de manière assez formelle, présenter les transpositions de chacun du scénario dans son contexte personnel. Voilà. Donc du coup, alors j'ai créé des catégories, on voit pas très bien, mais je vous ai mis nom ou surnom parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait des gens qui avaient envie de rester anonymes. Alors voilà, j'ai mis nom ou surnom. Ensuite, l'académie, pour voir un peu d'où le scénario, enfin d'où la mise en œuvre vient, le niveau testé. Et puis, dans quelle discipline? Alors peut-être que c'est discipline ou ça peut être aussi interdisciplinaire, hein, donc c'est là où faudra discuter. Ensuite, le temps que ça prend. Et puis évidemment, ce qui va être intéressant, ça va être le thème du. Je ne sais pas si j'ai mis un thème quelque part. Et puis dans les domaines, il faut que je rajoute une colonne avec le thème. Et puis les domaines, c'est-à-dire, voilà, mon thème, j'ai étudié le monde imaginaire, et puis les domaines, c'était la société, l'espace et le temps, enfin bref, voilà, les domaines sous lesquels, les axes sous lesquels on va étudier le thème, c'est-à-dire les domaines d'expertise. Voilà. Et puis un truc un peu basique, je dois vous l'accorder, mais ça peut être intéressant, une petite analyse a priori, c'est-à-dire deux phrases simplement pour dire dans quel contexte on souhaite le faire, et puis analyse a posteriori quand même pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc c'est pas très formalisé, mais le but c'était pas d'en faire un axe de recherche théorique, mais c'est de démarrer cette communauté d'échange de pratiques entre enseignants, et qui existe déjà à travers eTwinning, je dois le noter évidemment, mais de partir, de continuer comme ça, sur ce niveau-là d'échange, si vous voulez. Et puis éventuellement, j'ai mis une colonne aussi pour les ressources, donc Mélanie, éventuellement tu peux mettre un lien vers une des ressources, une production d'élèves. Et puis le dernier point, j'arrive pas bien à voir ce que c'était, mais je peux partager je peux peut-être me lancer dans un partage d'écran. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Voilà. Et vous avez ici contact, parce que peut-être vous voulez avoir un contact. Ici, je peux mettre le mien d'ailleurs. Voilà. Voilà, comme ça, il y a mon contact ici. Donc oui, il manque le thème. Du coup, je vais insérer quand même une donnée. Du coup, moi, le thème dans l'exemple que j'ai rempli, c'était le calcul littéral. Voilà. Puis j'essaierai de remplir aussi pour l'histoire des paradoxes. Et puis pour le projet interdisciplinaire sur les mondes imaginaires, j'essaierai de le faire aussi. Donc je me suis essayé au remplissage pour voir si ça voulait dire quelque chose. Donc c'est ce que je propose comme, si vous voulez, évidemment, certains peuvent peut-être penser que ça va faire doublon avec le groupe, mais l'idée c'est qu'on ne va pas passer 10 ans sur ça, c'est plutôt quelque chose d'exhaustif pour avoir un peu un recueil d'expériences en France du scénario. Voilà. Et peut-être que, par exemple, un scénario qui arriverait ici, une mise en œuvre qui arriverait ici, que je trouve intéressante, je pourrais la partager du coup dans le groupe eTwinning. Et puis dans le groupe eTwinning, on va avoir évidemment toutes les discussions qu'on peut imaginer. De toute façon, ce sont des outils complémentaires, donc j'ai mis le lien vers le Google Doc dans le chat, si certaines d'entre vous souhaiteraient aller voir tout de suite. C'est dans le deuxième onglet, pas le premier.
On peut mettre les liens directement dans une page au recensement des scénarios ou adaptation aux différents niveaux de discipline. Comme ça, on a tout au même endroit. Ça sert à ça aussi le groupe, c'est de centraliser en fait les productions et les idées, les échanges, même s'ils se passent sur différents outils, qu'on ait un endroit principal où on trouvera accès à tout. Ouais, d'accord. Tu veux que je crée une page avec ça? Moi, je peux créer une page dédiée à ça. Tu peux changer le titre, mais comme ça, on aura au moins le lien avec une explication de ce qu'on y trouvera. Parfait. Donc là, sur cette image de diapo, vous avez aussi l'image du groupe eTwinning, justement, avec du coup le deuxième, j'ai créé deux forums, un par rapport à la mise en place des projets Future Classroom Lab. Donc ça sera quelque chose qui va peut-être être plus sur le long terme, mais si vous êtes intéressé, je sais que il y a une enseignante d'anglais, Hélène Brown, qui monte un tel espace en Normandie. Donc ça sera intéressant d'échanger autour de cette expérience-là. Moi, au lycée du Futuroscope, j'ai aussi une enseignante du coup qui coordonne la mise en place d'un espace de type Future Classroom Lab. Donc voilà, là c'est un forum pour le projet, donc ça ne veut pas dire juste pour les gens qui voudraient faire un espace du futur, c'est aussi pour les gens qui veulent mettre en place des formations autour d'eux sur le thème Future Classroom Lab. Voilà. Et puis, donc finalement, c'est quelque part un peu des ambassadeurs Future Classroom Lab qui seront aussi autour de ce forum. Et puis, par contre, c'est le second forum qui nous intéresse, tester un scénario Future Classroom Lab qui a déjà été créé. Et puis là, je pense que j'ai dû mettre un premier message pour donner quelques informations avec le lien vers la vidéo, etc. Donc, je vous donne rendez-vous ici, sur cet espace-là, pour discuter, poser des questions, donner des idées, échanger, présenter votre mise en œuvre, etc. Je pense que on peut peut-être vous n'avez pas l'habitude de ça parce que vous vous investissez beaucoup, mais par passion, mais beaucoup d'enseignants peuvent se dire mais quel intérêt de prendre du temps à faire tout ça. Et puis je pense qu'on peut leur répondre que la mise en œuvre de ce scénario-là, c'est pas fait pour remplir un tableau Excel pour faire plaisir à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est évidemment fait pour nous-mêmes questionner notre pratique, la dynamiser et puis on a des retours d'élèves. Vous voyez l'image qui est en dessous du groupe, c'est une photo que j'ai prise lors de cette séance d'accompagnement personnalisé où les élèves travaillaient en groupe d'experts, et de voir des élèves, notamment les élèves les plus faibles, auto-désignés comme ça, comme experts de quelque chose. Ça, très souvent, pour certains d'entre eux, c'est la première fois de leur vie que ça arrive. Ils n'ont jamais trop été désignés sur cette considération-là. Alors évidemment, c'est qu'un titre au départ, mais le but c'est de leur apporter. Ils apprennent vraiment des choses. Donc le fait de voir comme ça quelque chose d'effectif, d'utile, c'est déjà pour un enseignant, je pense, une plus-value qui mérite l'investissement demandé. Voilà pour cette partie-là. Alors, avant de passer à la suite, je me demandais, parce que je vois Isabelle Dufresne, premier degré, Mélanie Cornet, est-ce que vous avez des idées un peu comme ça qui vous viennent, que vous voudriez peut-être partager avec nous? Pour commencer un peu la conversation. Mélanie, tu m'avais envoyé un message, je crois, sur Twitter, il me semble. Attends, je vais activer mon micro. Mélanie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors moi, j'avais pour idée de faire travailler mes élèves autour du thème des sentiments. J'aurais bien vu des groupes. Est-ce que tu peux préciser ton niveau et discipline, s'il te plaît? Oui, j'ai une classe de CE1. Génial. Voilà, donc l'idée, ça aurait été d'avoir différents domaines. Donc, en lecture, travailler sur le relevé de vocabulaire autour soit de la peur, de la colère, ou de la tristesse ou de la joie. Ensuite, un domaine qui serait plus au niveau des illustrations. Donc, toujours dans la littérature de jeunesse, relever, prendre en photo
des illustrations, aussi bien au niveau des décors que des personnages, qu'on peut retrouver dans les livres pour enfants. Ensuite, un autre domaine donc, qui serait plus celui qui serait en charge de rédiger et de créer voilà, une espèce de poster pour définir ce qu'est le sentiment. Ensuite, travailler autour de la musique. Quels sont les compositeurs qui ont créé des morceaux de musique et voilà, expriment toujours un sentiment particulier. Et puis ensuite aussi en art. Et puis après, au niveau d'avoir peut-être un expert dans le domaine de l'informatique, pour être en mesure de créer une petite vidéo avec Movie Maker. Voilà, à la fois partager le travail qui aurait été fait pendant les différentes activités, et puis peut-être après créer une histoire ou un Padlet, je sais pas trop, pour reprendre le travail dans les différents domaines. C'est génial. C'est super, c'est super de voir. J'ai vu aussi une autre idée de Catherine sur les documents comptables et leur utilité dans l'entreprise. Alors on voit que on est sur des thèmes très très différents et ça fait toute la richesse, je pense, du scénario. Ça va être extra de pouvoir lire comme ça les transpositions des uns et des autres. Alors sur la documentation, chacun fera comme il peut. Hein. Moi j'ai dû le faire 3-4 fois pour avoir le temps mental de me dire je vais prendre des photos, etc. Pourtant j'ai l'habitude de faire ça généralement assez souvent, mais je veux dire de prendre des photos. Mais du coup, je sais que, en fait, d'abord, ce qu'on veut faire quand on fait le scénario, c'est on veut que ça marche. Donc, il faut quand même que les élèves comprennent un peu ce qui se passe, etc. Donc, on est très investi. C'est pas forcément facile, comme disait un de mes anciens collègues, de pédaler et de se regarder pédaler, quoi. Mais bon, c'est un peu ce qu'ils appellent l'action-based research, le fait d'essayer, d'analyser sa pratique et en fonction de ce qui s'est passé, modifié pour la fois d'après, etc. Mais bref, en tout cas, n'importe quelle forme de partage sera bienvenue. Je pense que peut-être au fur et à mesure du temps, si on arrive à tester un autre scénario, etc., se posera la question peut-être d'une plateforme, peut-être plus formelle, avec peut-être plus de visibilité et une valorisation des gens qui l'alimentent. Voilà, mais tout ça démarre par d'abord des idées, et si on peut les partager sous cette forme-là, ce sera super. À moins que Catherine, tu veux développer ou quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose, on peut passer à la suite. Ok. Allons-y. Ok. Donc, je termine juste avec cette idée de réseau des ambassadeurs. Je crois qu'il y a deux diapos, hein, puis après, ouais, 3. Alors, juste une carte de France pour vous montrer les personnes qui ont, enfin les personnes non, mais en tout cas les endroits de France où on a quelques réponses par rapport à ce réseau des ambassadeurs. Donc, les missions, je vais vous les présenter dans la diapo suivante. Très rapidement, mais pour vous dire que si vous faites partie d'une région dans laquelle vous êtes FCL sinistré, comme Paris par exemple, ça ne doit pas lui arriver souvent à Paris d'être sinistré comme région. Non, mais je dis ça en rigolant, mais disons que là pour l'instant on a un pré-réseau, si vous voulez, de 11 ambassadeurs, et ça serait très intéressant de continuer à étendre le projet. Après, si vous êtes intéressé et que vous êtes dans une région proche de là où il y en a déjà un, entre guillemets, on va voir ensemble. Je pense que on peut avoir plusieurs ambassadeurs dans le même coin, c'est pas trop un problème. L'idée de ce projet-là, c'est qu'il est amené à être formalisé de plus en plus
en relation avec Canopé. Donc, moi, je me place, si vous voulez, sous l'axe du fond, du contenu, c'est-à-dire quelles sont les personnes intéressées pour discuter sur ces thèmes de nouveaux scénarios pédagogiques, thèmes d'espaces d'apprentissage différents et modulables, et puis en sachant qu'il y aura forcément à terme une reconnaissance par rapport au réseau Canopé dans le cadre de son projet laboratoire des usages et atelier Canopé, puisque évidemment c'est par là que pourront être financées notamment des formations et donc rémunérés des FCL ambassadeurs. Voilà. Ça c'est quelque chose qui se mettra en place cette année aussi. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez évidemment le groupe eTwinning et puis en dessous vous avez ViaEduc qui possède aussi un groupe Future Classroom Lab. Donc si vous n'en faites pas encore partie, ben, je vous invite à en faire partie. Et puis il y a un sous-groupe qui est le sous-groupe des futurs FCL ambassadeurs. Et c'est à partir de ce sous-groupe-là qu'on va créer le réseau. Donc le groupe FCL il est ouvert. Et puis pour le groupe des ambassadeurs, il faut demander l'accès. Voilà. Pour les missions, alors j'en ai identifié 3 de manière assez large. Là, vous avez en photo justement les ambassadeurs européens, ce qu'ils appellent les lead ambassadeurs, qui font partie de 13 pays maintenant. Il y a 13 pays différents qui sont membres du projet. Ça va du Portugal, Espagne, Israël également, l'Italie a rejoint récemment, tous les pays nordiques scandinaves sont impliqués, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, l'Estonie également et la République tchèque. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de monde. Et chacun de ces lead ambassadeurs a le même souci que moi d'essayer de créer un réseau national. Donc, les missions, ça pourrait tourner autour de ça. Évidemment, on discutera entre nous ensuite, mais ça sera autour d'animer un réseau local de formation au scénario FCL. C'est-à-dire, finalité, les compétences du XXIe siècle. Pourquoi que ce soit concret aussi et qu'on puisse le mettre en œuvre dans les classes. Et puis, la méthodologie, comment on y arrive à ces scénarios. Ensuite, il y aura aussi le rôle d'accompagner des communautés éducatives dans des projets de type Future Classroom. Alors, soit vraiment un nouveau lieu qu'ils veulent aménager pour ça, mais ça peut être aussi une stratégie d'établissement, stratégie du numérique par exemple, pour un établissement qui voudrait certes faire venir des tablettes, mais en tout cas avoir un axe principal qui soit pédagogique et non pas sous l'axe de l'outil. Voilà. Donc, si vous voulez, ces 2 premiers points, le premier point pourrait être plutôt centré sur un canopé, faire venir des enseignants en formation. Donc, si vous voulez, les enseignants viennent au FCL, mais dans le deuxième point, ça serait le mouvement inverse du FCL qui vient vers les communautés éducatives. Je dis enseignants, mais un des aspects principaux fondamentaux du FCL, c'est d'inclure toute la communauté, toutes les personnes qui sont liées à l'acte d'apprendre des enseignants, aux élèves évidemment, qui sont à moitié concernés quand même par le sujet. Donc faire venir aussi ces élèves-là dans ces formations, faire venir des chercheurs si possible, des inspecteurs, voilà. Partager, en dernier point, partager et communiquer au niveau local et au niveau national. Et en particulier, se créer son petit réseau local avec les personnes importantes qui sont elles aussi membres de réseaux nationaux, comme les DAN ou les CARDI, voilà. Ce sont des réseaux, pour l'instant, je les ai intégrés seulement localement. Donc, c'est même Dominique Quéré, le DAN de Poitiers, qui m'a, grâce à lui, j'ai pu avoir un mi-temps pour le projet. Là, en ce moment, j'enseigne à mi-temps et à mi-temps, je travaille sur le projet Future Classroom Lab. Et évidemment, j'ai demandé une IMP académique pour ça, mais il a beaucoup soutenu ma candidature. Donc, vous voyez l'importance de certains réseaux dans le fait de faire réussir un projet. Voilà, donc ça sera l'essentiel si vous voulez, pour avoir une idée un peu de si je suis ambassadeur, je vais faire quoi. Évidemment, c'est dans les grandes lignes seulement, mais bon, ça donne une idée.
La démarche, alors, qu'on va prendre ensemble, je ne sais pas si je peux appeler cette démarche, j'aurais pu appeler ça le plan, le planning si vous voulez. Ça va fonctionner comme ça. Là, septembre-octobre, l'idée c'est appel aux personnes intéressées, aux personnes qui ont déjà une expérience dans le domaine, soit de European Schoolnet, parce qu'ils ont fait partie d'iTech, par exemple, parce que iTech, c'était un projet sur les scénarios qui sont devenus les scénarios FCL, des enseignants qui ont participé aussi au projet Living Schools Lab de European Schoolnet, mais aussi les enseignants e-twinning qui, évidemment, par essence, sont peut-être au courant un petit peu de ce qui se passe à European Schoolnet. Il y a même des enseignants aujourd'hui qui sont allés au FCL de Bruxelles voir comment ça se passait et qui suivent une formation sur les scénarios. Donc, un appel à candidature, si vous voulez, que je reformule maintenant. J'ai pas fait d'appel à la télévision nationale, vous voyez, mais je pense que en suivant les réseaux et puis les personnes intéressées, en communiquant, finalement on y arrive. Vous voyez, la carte de France, elle est relativement bien répartie. Donc l'idée, ça serait d'arriver à une vingtaine de participants, vingtaine de FCL ambassadeurs, et on est 11 pour le moment. Pourquoi 20 ? Parce que c'est une bonne forme pour un parcours magistère, pour une classe virtuelle, qui va commencer dans la foulée, c'est-à-dire au retour des vacances de la Toussaint. Le parcours va durer, je réponds à la question de Catherine, le parcours va durer 1 mois, donc c'est le mois de novembre. Et l'idée, c'est que ça ne prenne pas un temps énorme. Moi, je suis enseignant, je sais ce que c'est le nombre de choses qu'on a à faire. Et quand on veut s'investir un peu en dehors, on peut peut-être s'investir à un endroit, mais 2 endroits, ça commence à devenir compliqué. Alors, le temps que ça prendra, ce sera 1 heure par semaine. On va essayer de déterminer 1 heure bien, avec un webinaire, une classe virtuelle, donc ce sera assez collaboratif. Et puis, évidemment, peut-être un petit peu on pourrait dire 1 heure de réflexion personnelle, 1 ou 2 heures de réflexion personnelle entre les séances. Donc, l'idée, c'est qu'au bout de ces 4 séances, ces 4 webinaires, si vous voulez, ces 4 classes virtuelles sur Magistère. Donc, c'est un parcours Magistère, ça veut dire que ça va automatiquement être inscrit dans eProf, ce sera reconnu comme tel pour les enseignants, évidemment, comme une formation que vous aurez suivie. Et donc, la validation, si vous voulez, de ce parcours donnera lieu au titre, entre guillemets, de FCL ambassadeur. Voilà. Je pourrais discuter avec Elisabeth sur les modalités des ambassadeurs e-twinning en termes de badge ou de quelque chose comme ça, mais si vous voulez, en tout cas, l'idée, c'est les personnes ayant suivi cette formation pourront faire partie du groupe FCL ambassadeur, et donc avec du coup des rencontres et puis des missions, du partage et un maximum de reconnaissance dès qu'on pourra en obtenir. Voilà. Donc on se retrouvera pour un autre webinaire supplémentaire pour parler du plan d'action chacun localement. Mais évidemment, ça fera partie de la formation aussi magistère de décider localement qu'est-ce que je fais, avec qui puis-je prendre contact, etc. Mais j'aimerais beaucoup, et puis c'est aussi la volonté de notamment Karine Ayri qui travaille à Canopée National, qui est la référente Canopée pour le projet FCL, et puis également Anna Angeli qui dirige le projet Laboratoire des usages, dans lequel il est question du scénario, des méthodologies FCL aussi. C'est la volonté à tout le monde, en fait, d'arriver à organiser une rencontre en présentiel à Canopée National. Donc, on va espérer pouvoir faire ça dans le printemps 2016. Voilà. Et après, les 3 petits points désignent... Voilà. Ce n'est pas un projet financé par la commission, comme avait pu être iTech ou Living Schools Lab. Donc, il n'a pas de fin a priori. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut mener, mais en tout cas, on sait ce qu'on peut y faire, et c'est l'idée de lancer ce réseau dès maintenant. Voilà. Ouais. Et
Donc moi je vais reprendre un peu la parole. Donc si vous êtes intéressé, donc vous en présence en ligne ou vous à distance, pour devenir FCL ambassadeur, il faut prendre contact avec Xavier. Mais si vous voulez juste tester les scénarios, il n'y a pas de souci. Et donc il faut écrire à contact@etuning.fr pour rejoindre le groupe. Et je vais peut-être vous montrer directement donc pour les e-tuners comment y accéder. Donc Xavier, je vais reprendre la main pour. Ouais. Et on voit évidemment donc les correspondants académiques qui sont présents ou à distance et les ambassadeurs, le croisement avec les ateliers canopés qui sont des espaces aussi d'expérimentation, de gestion de l'espace, réflexion aussi pédagogique. Donc il y a des choses vraiment à faire. Donc là, je vais partager mon écran, mon application. Vous me dites si vous voyez ce que je vois. Alors, là, vous devrez voir eTuning Live. C'est bon? Oui. Ouais, super. Donc le groupe, comme vous avez peut-être vu, et d'ailleurs Xavier, c'est peut-être une info pour toi. Depuis 2 semaines, il y a maintenant la possibilité de faire des visioconférences directement dans la plateforme eTwinning. Que ce soit dans les groupes, dans TwinSpace ou sur la plateforme eTwinning Live qui remplace le desktop eTwinning. Donc là, je suis connectée à mon espace et vous voyez en haut, il y a eTwinning Live, groupe, TwinSpace. Donc si je fais partie d'un groupe, il suffit de cliquer pour accéder à ma liste. Donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et donc si vous voulez rejoindre ce groupe-là, vous pouvez le retrouver dans le moteur de recherche pour les groupes sur eTwinning Live. Et ça se présente un peu comme un TwinSpace, avec les pages, les documents. Donc pour l'instant, il y a juste le premier webinaire, le support de présentation, mais si vous aviez d'accord, je mettrai le deuxième. Voilà. Il y a les forums dont il parlait, donc mettre en place un projet Future Classroom Lab, tester un scénario. Et puis il y a un truc qui s'appelle en direct. Donc ça c'est quelque chose peut-être à exploiter. On peut faire un chat, mais on peut programmer un événement en ligne. Donc si il y a plusieurs qui souhaiteraient travailler juste là à l'instant T sur le scénario expert en primaire, vous pouvez venir là et travailler là-dessus et déposer ensuite vos idées sur ce groupe. Et donc moi je vais créer une page déclinaison, enfin on verra l'appellation, mais en gros déclinaison du scénario des experts avec le document partagé que vous avez créé pour que vous décriviez vos idées respectives sur comment vous pourriez appliquer ça dans votre classe avec vos élèves à vous. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cet espace avant de découvrir vous-même? Donc je vais juste à l'onglet groupe sur eTwinning Live. Donc on a un moteur de recherche ici. Donc il suffit de chercher FCL groupe et si vous ne trouvez pas, vous pouvez chercher moi, Elisabeth Sauzer-Monig, pour essayer d'y avoir accès. Et s'il n'y a pas d'inconvénient, je me dis que ce serait intéressant de mettre cet enregistrement sur notre chaîne YouTube en pointant vers le scénario de Xavier. Comme ça, on a tout à disposition et les gens qui n'ont peut-être pas connaissance de ce groupe peuvent aussi venir le visionner, peut-être s'y intéresser aussi. Super, moi ça me va très bien. Super. Je vais arrêter le partage. Je vois le chat une dernière fois. Voilà, donc voici toutes les informations contact de Xavier et puis je remets contact à eTwinning pour toutes les questions sur le groupe en lui-même. Moi je m'appelle Elisabeth Sauzer-Monig. Et voilà. Je voyais sur le groupe Via Edu qu'il y a encore marqué expérimentation dans le lien parce que à l'époque c'était encore en expérimentation, mais maintenant il n'y a plus besoin de cette mention d'expérimentation. Voilà. C'est directement viaeduc.fr groupe et bon, mais ça c'est pareil, ça se recherche dans le moteur de recherche. Bon, super. Voilà. Bon bah s'il n'y a pas d'autres questions, on va se souhaiter bon après-midi.
Bonjour tout le monde, j'arrive à la fin. Bah, bonjour Bernard, ça va? J'ai été super pris et désolé. Donc je regarderai la réunion hors ligne. Super, pas de problème. Salut à tous. Oui. Merci beaucoup à tous en tout cas. Et puis au plaisir de vous retrouver sur les différents espaces qu'on a créés ensemble pour partager sur le FCL. Et l'avenir nous dira certainement qu'il y a plein de choses bien à faire ensemble. C'est bien ça. Voilà. Super. Bon, ben merci et à bientôt. Merci Elisabeth beaucoup. Merci à eTwinning pour avoir hébergé cette question-là du FCL dans son réseau. Pas de souci, bah, je pense que ça apporte beaucoup à tout le monde, donc ce serait dommage de s'en priver. Ok. Merci encore. Xavier, pendant qu'on est là, excuse-moi. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Hein. Ouais, d'accord, pardon. Salut. Tu es là, Xavier? Oui, je suis là. Ouais.